Olivier Temans, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du documentaire Épouvantail, autruche et perroquet, 10 ans de journalisme sur le 11 septembre. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter brièvement et expliquer pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce documentaire? Alors, moi je suis occasionnellement journaliste, principalement dans la critique média, parce que je pense que c'est une branche du journalisme qui est un peu trop rare et fort nécessaire néanmoins. Et donc là, ça ne fait pas exception. Le film est un film aussi de critique média. Ce qui m'a donné envie de le faire, c'est que je me suis intéressé au sujet du 11 septembre depuis le début, c'est-à-dire l'événement lui-même forcément, et puis au moment où il y a eu des voix dissonantes qui ont commencé à être érimescents en France. Ça m'a intrigué, donc j'ai continué à me tenir au courant de ce sujet-là, avec au fil du temps des découvertes, des étonnements, etc. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à constater que les médias faisaient un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y avait eu une période de silence complet après le petit tollé qu'avait créé Thierry Messant et sa descente en règle, si je peux dire. Donc il a été vraiment mitraillé. Cela dit, je pense il avait sorti le sujet un petit peu tôt et de façon peut-être pas assez étayée. Mais le mot d'ordre était quand même de l'achever, de lui régler son compte, pour aussi un peu faire exemple à tous ceux qui voudraient éventuellement suivre après lui. Et voilà, si vous doutez du 11 septembre, voilà, c'est le sort qui vous sera réservé. C'est un peu le message qui était affiché. Et donc après ça, en tout cas dans les médias francophones, il y a eu un silence sur la contestation de la version officielle du 11 septembre pendant plusieurs années. Alors que le mouvement pour la vérité, entre guillemets, continuait à se développer, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui cherchaient à faire parler de ce sujet-là, et aussi et surtout des associations professionnelles de gens issus des disciplines scientifiques qui touchent au 11 septembre, comme des architectes et ingénieurs, des pompiers, des pilotes donc lignes aériennes commerciales, des pilotes de chasse, des professionnels du renseignement, tout ça. Tous ces gens-là ont fait un travail de recherche sur le domaine qui les regardait dans le cadre du 11 septembre et se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de choses qui ne correspondaient pas à la version officielle et ont essayé de faire passer ce message-là. Après un temps, les médias n'ont plus pu passer sous silence l'existence de tous ces gens-là, mais ils ont choisi à ce moment-là de traiter ça de façon un peu, je dirais pas burlesque, mais très basique, c'est-à-dire qu'ils avaient facilement recours à des people qui se manifestaient sur ce sujet au lieu de s'adresser directement aux gens qui avaient fait les enquêtes et aux scientifiques. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, Mathieu Kassovitz, etc. Bon, qui ont toute ma sympathie, mais qui sont pas, c'est pas leur métier de discuter de manière scientifique sur un plateau de télévision sur ce genre de sujet. Donc c'était assez facile. Le jour où Bigard et Kassovitz avaient été invités, à la base c'était Nils Saritz qui devait être invité sur ce... donc là on voit très bien le mécanisme. On invite des experts peut-être pour faire venir les autres, mais in fine, ces experts-là ne se retrouvent pas sur le plateau et on mène le débat avec des people, ce qui est totalement aberrant évidemment comme traitement médiatique, mais qui permet plus facilement de noyer le poisson, c'est évident. Et donc je pense que c'est un petit peu ça qui s'est passé. Donc une première période de silence, une seconde de traitement un peu par-dessus la jambe comme ça, pour bien démontrer qu'il n'y avait rien à imaginer derrière le scénario officiel du 11 septembre et que les gens qui s'intéressaient à ça, c'était un peu des hurluberlus qui ont écopé de toutes les insultes d'ailleurs, révisionnisme, négationnisme, folie, la totale. Et donc maintenant on est plutôt de nouveau dans une période où ce compte-là étant réglé lui aussi, on peut de nouveau passer à l'ordre du jour et ne plus parler du 11 septembre qu'au moment des commémorations, et encore de moins en moins. Qu'est-ce qui, pour vous, quels ont été les éléments qui ont fait que vous avez commencé à douter de la version officielle du 11 septembre ? Ça a été petit à petit, c'est-à-dire que c'est vrai que l'avion dans le Pentagone, il y a des bizarreries, et en même temps, beaucoup de gens ont vu un avion, donc la question n'est pas tranchée. Ça a instillé au moins une petite graine du doute, mais ça ne suffit pas pour moi en soi. Après ça, en grattant un petit peu, j'ai découvert qu'il y avait un troisième bâtiment, une troisième tour, en plus des fameuses tours jumelles qui s'étaient effondrées sans avoir été frappées par un avion. Là, ça devient très très étonnant parce qu'il n'y a pas vraiment de cause bien évidentes qui peuvent expliquer l'effondrement de cette tour-là. D'ailleurs, dans le rapport officiel de la commission d'enquête, ce bâtiment-là n'est pas mentionné une seule fois.
Et la pression populaire montant, ils ont quand même dû donner une explication, mais ça a été un rapport maintes fois repoussé dans le temps, qui était très épais, mais qui, de manière assez comique, postulait des phénomènes physiques extrêmement rares, voire nouveaux, pour expliquer comment ce bâtiment, sans cause visible, autre que quelques petits incendies, un peu de fumée qui s'échappait, a pu s'effondrer de façon symétrique, parfaitement coordonnée, droite, rapide et tout, à tel point que des spécialistes de la démolition contrôlée ont jugé que pour ce bâtiment-là, à l'évidence, dont on parlait tout à l'heure aussi, à l'évidence, il s'agissait d'une démolition contrôlée. Bon, ça, c'est la parole d'expert, moi je ne suis pas expert, mais c'est à force de petites touches comme ça, quand on découvre un gros élément nouveau, et qu'on voit aussi à quel point il y a peu de bonne volonté de la part des autorités américaines pour vraiment faire la lumière, qu'on se dit, il y a un truc bizarre qui mérite un intérêt. Et puis, mon domaine, c'est les médias, donc j'ai vu qu'il y avait un embarras dans le chef des médias aussi, et donc là, je m'en suis emparé, parce que vraiment, c'est un domaine que j'aime examiner, que j'ai examiné par le passé sur d'autres questions, et là, oui, l'embarras était très, très évident, et je pense qu'on le voit dans le film. Alors justement, en parlant des médias, quel doit être, selon vous, le rôle des médias? Et est-ce que les médias ont rempli ce rôle concernant le 11 septembre? Le rôle des médias, il est très simple en fait, c'est rendre compte de ce qui se passe dans la société, des débats sociétaux, des débats scientifiques, de tout ça. Et dans le cadre du 11 septembre, ça n'a pas été fait du tout. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui, sur base scientifique, amenaient des contestations de points particuliers de la version officielle. Et au lieu de prendre en compte cette parole-là, qui était fondée, étayée, rigoureuse, etc., a choisi non seulement de ne pas la relayer, mais de la ridiculiser. En évitant soigneusement, évidemment, de s'adresser aux porteurs les plus rigoureux de cette parole. C'est-à-dire qu'on va facilement aller... on trouve suffisamment d'hurluberlus partout, et notamment dans le mouvement pour la vérité sur le 11 septembre aussi, bien sûr, comme partout ailleurs. Et donc c'est sur ces gens-là qu'on va aller se focaliser, les cuisiner, etc., pour démontrer que les gens qui s'intéressent à ça sont décidément un peu allumés et tout ça. Alors que non, on évite sciemment, à mon avis, de rendre compte de ce débat réel qui agite au moins une partie de la société. Mais moins on le relaye dans les médias, moins ce débat fera tache d'huile dans la société. Donc c'est quelque part un cercle vicieux. Les médias sont un élément clé du fonctionnement de la démocratie parce qu'ils ont en main la clé de savoir quel sera le débat qui fera tache d'huile et quel sera le débat qui sera confiné à juste la minorité des gens qui découvrent ce sujet par eux-mêmes. Je pense que là, c'est très pervers quelque part. C'est un rôle tellement important qu'on ne peut pas laisser ces médias-là sans chien de garde quelque part. Qui sont censés tirer la sonnette d'alarme au moment où il y a des dérapages médiatiques. C'est pour ça que je pense que la critique des médias est une branche du journalisme indispensable. Alors justement, le chien de garde des médias aujourd'hui, c'est devenu un peu Internet. Comment vous analysez le rôle d'Internet dans le 11 septembre, justement? On peut un peu comparer. S'il n'y avait pas eu Internet, on se serait retrouvé avec une deuxième affaire Kennedy où il y a une commission d'enquête qui dit le vrai, en tout cas qui donne la parole officielle et qui est finalement peu contestée. À l'époque, dans les journaux, il n'y a personne qui prenait l'initiative de contester ce rapport-là, qui était pourtant truffé d'incohérences. Il a fallu qu'un procureur, des années plus tard, reprenne l'affaire et cherche à vraiment percer certains de ces mystères. Mais c'était de nouveau une personne qui avait une certaine habilitation dans la société. Or, aujourd'hui, la différence qu'on constate, c'est que les citoyens s'organisent entre eux. Il y a peu de choses, toute l'information aussi qui a servi dans le rapport de la commission, etc., les sources sont là, on peut tout aller vérifier, tout ça. C'est ce qui a été fait et c'est pour ça qu'autant de gens se sont mobilisés, qu'autant de mouvements professionnels ou non se sont organisés pour exiger une nouvelle enquête. Le problème, c'est que ça a ses limites aussi, on le voit. Il y a comme une espèce de plafond, ou de seuil invisible entre la parole Internet qui est disponible à tous, pour autant qu'on ait une connexion, mais qui n'a pas de réel retentissement dans la société, et la parole médiatique qui, elle, a un retentissement dans la société auprès des décideurs, etc., mais qui s'alimente finalement assez peu d'Internet.
Parce que là, c'est-à-dire que les journalistes médiatisent ça comme « Ah, il y a une nouvelle rumeur sur Internet ». Et Internet, pour eux, est comme une espèce de vase clos où il se passe des choses parfois un peu malsaines, parfois il y a quelque chose d'intéressant à reprendre, mais c'est quand même, il y a énormément de craintes de la part des médias traditionnels vis-à-vis d'Internet. Vous pensez qu'il s'agit de crainte, d'incompétence ou de corruption? Je pense que il y a forcément un petit peu des trois mêlés, mais quand on dit corruption, on va très vite dans une idée qu'il y a des consignes pour faire taire les gens, etc., etc. Et moi, c'est quelque chose auquel je crois très très peu. Ça arrive de temps en temps. On voit dans le film, par exemple, un rédacteur en chef qui a autorisé un débat sur France 24, je pense, sur le 11 septembre et ses zones d'ombre, qui a invité un contestataire sur le plateau. Et ça, c'était la chose à ne pas faire. Il s'est retrouvé mis à pied quelques jours plus tard et puis viré encore un petit peu plus tard. Donc ça arrive que vraiment il y ait cette espèce de coup de massue de dire que explicitement un responsable dise non, on n'a pas le droit de traiter de ce sujet-là. Mais c'est une situation extrêmement minoritaire. Je pense que ce qui est beaucoup plus à l'œuvre, c'est un mécanisme où le journaliste sent que ça ne va pas faire du bien à l'idée que ses supérieurs ont de lui, à sa carrière et tout ça, s'il s'acharne à vouloir traiter ce sujet-là. Et ces supérieurs eux-mêmes, ils ne sont pas dans une espèce de fidélité au gouvernement qui lui a dit de ne pas traiter et tout. C'est plutôt tous ces gens-là qui occupent une place de pouvoir dans la société sentent que ce sujet-là n'est pas bon pour l'idée qu'ils se font de la société dans laquelle ils vivent. Et donc implicitement et automatiquement et de façon assez inconsciente, je dirais, ils vont faire barrage à ça, en toute bonne foi, pensant que ce sujet est un sujet pour nazis, qui est puant, qu'il ne faut pas exploiter, Dieu sait où ça nous mènera, mais je pense qu'ils sont persuadés que ce n'est pas la vérité, donc que ce n'est vraiment pas la peine de traiter ça. Or, ce qu'on constate, c'est quand on approche ces journalistes-là et qu'on leur pose des questions qui exigent une connaissance fondamentale du dossier, il n'y a pas de connaissance du dossier chez ces gens-là. Et là, c'est là qu'ils se trahissent quelque part. C'est qu'il y a un journaliste qui apparaît dans mon film, qui a été interviewé par la suite au sujet de ce film sur Agoravox, et qui le dit texto. J'étais d'ailleurs assez étonné que ça sorte aussi facilement. Il dit « Moi, je ne connais rien à ce sujet », pourtant il a fait une émission dessus, mais il y a tellement de journalistes d'investigation que s'il y avait quelque chose à savoir, ça se saurait. Je trouve que partir d'une base aussi légère pour un journaliste professionnel, c'est vraiment impardonnable. Justement, il y a une équipe de France 5 qui vient vous interviewer et qui n'a pas encore vu votre film. Est-ce que vous appréhendez l'exercice, ce qui sera fait des bandes, etc.? Oh non, pas du tout. Je pense que je peux que répondre à leurs questions. Et puis, ce qu'ils font des bandes après, c'est leur responsabilité. Voilà, les gens qui s'agitent un peu sur le 11 septembre ont l'habitude d'être traînés dans la boue ou d'être maltraités, disons, au montage, quand exceptionnellement il se fait un reportage ou un documentaire sur leurs activités. Je pense que ça fait partie des risques du métier. Je pense que aussi, si je suis maltraité au montage, ça ne va pas empirer les choses. Enfin, ce sera juste le statu quo, business as usual. Par contre, il existe une chance que la démarche soit honnête et que mes propos ressortent, même pas seulement juste mes propos, mais tout le message qui est porté par Reopen, par mon film, etc. S'il ressort sans être déformé, je pense que le risque vaut la peine d'être couru, quoi. Je veux bien répondre à ces gens-là. Et puis aussi, on ne va pas non plus aller avoir une attitude qu'on reprocherait à d'autres, qui serait de dire non, mais ceux-là, on sait d'avance qu'ils vont faire un mauvais boulot, on ne va pas leur répondre. Moi, je pense que la seule attitude qui vaille, c'est l'ouverture. Et voilà, je réponds aux questions. Après, c'est plus de ma responsabilité. Très bien. Quelles seraient les conséquences, selon vous, qu'il deviendrait une vérité publique, qu'il y aurait eu des complicités dans le gouvernement américain? Je pense que ce serait un tel chamboulement radical que c'est pour ça que beaucoup de gens s'y opposent, sans même nécessairement mesurer concrètement ce que ça ferait. Mais c'est-à-dire, ça dépend un peu quand ça sort aussi. Si ça sort aujourd'hui, oui, je crois que ça aurait de l'impact. Si ça sort dans 80 ans comme une vérité scientifique sortie par les historiens, je crois que ça aura assez peu d'impact. On dira juste, voilà encore une vérité historique à corriger, comme tant d'autres. Mais si ça sortait aujourd'hui, il s'avérerait que le pays qui prétend
amener la démocratie partout et protéger toute une partie du monde contre des fanatiques, bah, que c'est un peu que toutes ces prétentions sont un peu des projections, c'est-à-dire que tout le mal qui est vu à l'extérieur est en fait au sein même de cet empire. Aller dire tout le mal, c'est-à-dire que je pense qu'il est un peu partout, mais eux, ils ont un peu, les États-Unis, dans leur côté messianique, une attitude très noir-blanc, très manichéenne, c'est la lutte du bien contre le mal, ils l'ont dit d'innombrables fois dans l'après-11 septembre. Bah, je pense que le monde entier verrait de façon bien nette que le mal, il est partout, y compris au sein du camp du bien, et en particulier au sein du camp du bien, parce que c'est lui qui a le plus de moyens à déployer pour mettre ces stratégies-là en œuvre. Et on peut espérer que ça chamboulerait le monde d'une manière radicale et positive. Cela dit, beaucoup de gens aussi qui ne veulent pas entendre parler de ce sujet justifient ça par le fait qu'ils craignent le chaos à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a un gendarme du monde qui a certes ses petits côtés inavouables, comme peut-être par exemple aurait-il organisé les attentats du 11 septembre, mais il vaut mieux ça que le chaos total, un monde sans pôle dirigeant et régulateur. Et je pense que ça, c'est un peu une politique du pire. Je ne sais pas si ça peut être tellement pire que maintenant, parce que le monde dans lequel on vit, si on y regarde de près, est quand même pas réjouissant. Et faire sauter cette capsule-là, je pense que ce serait intéressant. Mais de toute façon, il faut d'abord en passer par une démonstration, une enquête et toutes ces choses-là. On n'y est pas tout à fait, quoi. Et est-ce que vous auriez justement des sources ou des documents de référence à conseiller aux internautes qui nous regardent? Si c'est pour s'intéresser au 11 septembre et aux faits du 11 septembre, je pense que tous les livres de David Ray Griffin font l'affaire, parce que c'est un auteur que, j'ai pas lu tous ses livres, mais que j'ai jamais pris en flagrant délit, ni d'erreur fondamentale, ni de malhonnêteté, ni d'être pas net, tout ça. Pour moi, c'est aussi celui qui a traité le sujet de la façon la plus large et par le plus grand nombre d'angles d'attaque. Et donc voilà, je conseillerais de commencer par lui. Après, ça ouvre peut-être sur d'autres auteurs ou d'autres documents qui sont éventuellement référencés là. Mais je pense que moi, je m'en tiens à lui en tout cas. Très bien. Est-ce que tu as une question subsidiaire? C'est mon collègue Raphaël. Il tiquait sur David Ray Griffin d'ailleurs. Ah oui. Donc moi, c'est vrai que quand j'ai fait la démonstration à certains de mes proches de l'implication, ce que je pensais être l'implication du gouvernement américain dans les attentats du 11 septembre, après la démonstration, on m'a souvent sorti oui, j'entends tes arguments, j'entends tes éléments, mais je ne peux pas croire que le gouvernement américain ait pu faire ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce blocage psychologique par rapport au paradigme qu'on peut se faire de la société en général? Oui, mais je pense que c'est un des mécanismes principaux de blocage, et il en est question dans le film aussi, quand la journaliste norvégienne explique son cheminement par rapport à ce sujet-là, où elle a commencé à découvrir qu'il y avait peut-être quelque chose qu'on ne lui avait pas dit, et qu'elle a commencé à vraiment compulser toutes les informations disponibles. Elle dit, mais le sol s'est dérobé sous mes pieds. Moi qui avais une image très propre et cohérente du monde dans lequel on vit, tout ça risquait de s'effondrer. Je pense que c'est souvent ce qui retient les gens de façon même assez inconsciente de vouloir entrer dans cette discussion-là, parce que si ceux qui se présentent comme, entre guillemets, les gentils sont peut-être les méchants, et que ceux qu'on présente comme les méchants sont peut-être quand même des méchants, mais pas aussi méchants, enfin, tout ça, c'est complètement embrouillé. Il y a un paradoxe en fait là-dedans, c'est que souvent les gens qui ne veulent pas entendre parler de remise en question des vérités sur les attentats du 11 septembre disent, voilà, les conspirationnistes, comme ils les appellent, ont une vision simplifiée du monde, très manichéenne et tout, et pour eux, imaginer que les États-Unis auraient manigancé ces attentats, c'est simplifier la réalité. Et moi, je ne comprends absolument pas cet argument. Pour moi, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que ce que je trouve très simple comme schéma, c'est les gentils Américains qui attaquent les méchants talibans, qui les ont attaqués d'abord, et pour faire triompher le droit, et la justice, etc. Je trouve que quand on commence à imaginer des scénarios cachés, des intérêts croisés, des manipulations, etc., au contraire, ça rend les choses beaucoup plus compliquées, et non seulement plus compliquées, mais aussi plus inquiétantes, parce qu'on se dit, mais en fait, moi, je vis dans un monde qui est le monde occidental, en gros, qui est structuré sur ce mensonge et bien d'autres. Et ça, c'est vraiment très inquiétant. Et je pense que les gens qui ne veulent pas entrer là-dedans ne sentent pas ça consciemment, mais ne veulent tout simplement pas tirer le premier fil qui pourrait les amener à ça.
Comme une sorte de boîte de Pandore. Absolument, oui, bien sûr. Très bien, Olivier Thémans, merci d'avoir Merci accordé à vous. cet entretien au Cercle des volontaires. Et est-ce que vous travaillez sur un prochain documentaire? Non, pas pour l'instant. Très bien. Trop d'autres choses à faire pour l'instant. Ok. Merci à vous. Merci. Au revoir.